Bonjour à tous. Alors je vais commencer par me présenter, mais très brièvement. Donc, je suis architecte DE et HMONP. J'ai suivi un cursus classique à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais. Et on va dire que ce parcours a été influencé par l'enseignement de Luca Merlini, pour qui l'architecture ne se conçoit pas sans la fiction, et puis par une année à Romatré, qui m'a donné le goût du dessin et de l'italien. Ça fait plusieurs années là que je travaille que j'ai différentes missions d'enseignement, de travail en agence et en tant qu'architecte indépendante. Et ça m'a permis d'acquérir une expérience sur plusieurs natures et échelles de projets. Dernièrement, j'ai travaillé pour Philippe Pumin, qui est architecte, scénographe et muséographe, et pour lequel j'ai conçu avec sa plus proche collaboratrice des scénographies d'exposition pour l'exposition d'Hilaire Épine, qui a eu au Grand Palais en 2021, et deux expositions de Napoléon pour le mobilier national et pour le musée de l'Armée. Donc le sujet que je vous présente aujourd'hui est donc le fruit d'une recherche initiée au sein du master spécialisé architecture et scénographie, et inspiré aussi de mon passage chez Philippe Pumin, mais pas seulement. En fait, il s'inscrit aussi dans la continuité de sujets qui me tiennent à cœur depuis mon diplôme et que j'essaye d'explorer. Voilà, donc par exemple, ce sujet rejoint des questions sur l'intime. Mon diplôme traitait du surgissement de l'inquiétante étrangeté dans le territoire a priori familier d'un intérieur. Puis dans le master spécialisé, j'ai exploré un peu la question du chez-soi au musée à travers le module dirigé par Adrien Gardeur, Philippe Prost et Marina Kémis, qui est présente aujourd'hui. Et donc l'exercice consistait à imaginer un réaménagement du département des arts de l'islam. Et avec ma binôme Aurélia Ducatillon, on a essayé de rechercher la relation familière qui pouvait s'opérer entre les visiteurs et une collection d'objets. Donc à la fois en s'interrogeant sur la nature des objets, des œuvres en présence, et puis sur la façon dont elles sont agencées dans l'espace et comment leur agencement peut constituer des zones de création. Et puis le dernier sujet qui m'intéressait vivement, c'est le travail sur la couleur, qu'on aborde assez peu finalement en architecture, et qui m'intéressait par son essence même, en fait, comme une matière vivante et évanescente. Donc j'ai commencé à explorer, à interroger la relation intime qui se joue entre les œuvres et les visiteurs par le biais de la scénographie d'exposition, d'où ce titre Voyage intime, décor vivant, décor mouvant. Je peux revenir rapidement sur la structure du plan, comme ça vous donnera une idée un peu de comment j'ai agencé les choses. Donc j'ai également entrelacé le sujet des œuvres, le sujet des visiteurs et de la scénographie dans un plan qui aborde successivement ces trois sujets et qui permet de les nourrir de façon empirique. Donc la première partie, je l'avais intitulée « Les œuvres, une part active en sommeil ». Là, on aborde la question du processus, de comment fonctionne finalement une scénographie d'exposition par l'invention de la fiction, comment les œuvres se constituent dans des milieux d'existence, et puis le dernier volet de cette partie serait la mémoire des objets exposés. Dans un second temps, j'ai abordé la question des visiteurs comme décors désirants, décors en mouvement, des constructions intimes et qui permettent d'accéder au fantasme et à la magie. Et enfin, la troisième partie portait plus sur la scénographie et comme un espace en oscillation. Et donc là, les trois sous-parties sont le vide comme substance, les figures vives et l'envers du décor. Dans un premier temps, donc, en s'intéressant aux œuvres, en fait, finalement, les œuvres, c'est le point de départ du travail de la scénographie d'exposition. Le scénographe est mis en relation avec les acteurs principaux, qui sont les commissaires et les conservateurs, qui élaborent un propos, une fiction autour du sujet. Et ils fournissent des outils aux scénographes, comme un plan de site, une liste d'œuvres, un synopsis, pour qu'ils puissent imaginer une mise en scène spatiale autour du récit des commissaires. Donc c'est le moment de l'élaboration de la fiction
cette fiction qui donnera accès à l'autre, comme le sujet de l'exposition, en tant que constitutif de lui-même. Par exemple, dans cette exposition, ça c'est un plan de parcours de l'exposition d'Hilaire Épine. En fait, je vais vous parler un peu de la façon dont a été réfléchie la mise en espace en fait, de la narration, et peut-être de quelles influences ça peut avoir sur le visiteur. La scénographie d'exposition a été pensée comme une succession de petits théâtres. Le parcours le parcours est fermé et les galeries originales donc, sont divisées en plusieurs petits théâtres qui s'articulent dans un jeu d'échelle et qui crée des effets de surprise. En fait, on a des pièces plus ou moins grandes en fonction du propos qui doit être traité. C'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à un espace intime ou à un espace public. Donc dans les déliés du parcours de la Russie à la Finlande, le visiteur fait sien le regard de l'artiste et donc ces petits théâtres en fait sont organisés comme un schéma narratif en fait. Donc le parcours démarre par un début, des péripéties qui sont organisées en sections et en sous-sections et une fin. Et à l'intérieur de chacune de ces pièces, en fait, on a des citations qui permettent d'identifier une géographie ou un moment. Donc la fiction est de la résonance qui agit entre le corps et l'espace. Dans une deuxième partie, je me suis intéressée plutôt à la forme, à l'identité des œuvres, qui cache en fait une dynamique plus secrète qui agit de l'intérieur et à la façon en fait ça influe sur le travail du scénographe. La nature des œuvres conditionne la mise en scène et le mobilier imaginé par le scénographe parce que ces œuvres dépendent de milieux d'existence un peu particuliers. Elles sont, on peut les voir un peu comme, ce ne sont pas des êtres vivants mais elles en prennent le chemin. Leur survie parfois peut être fragile et menace d'altérer leur nature, leurs valeurs et parfois même leur statut d'œuvre. Donc il y a tout un dispositif en coulisses qui prend en considération les matériaux en fait, des œuvres. Donc on appelle ça la conservation préventive et qui permet d'imaginer donc, le mobilier en fonction de ces possibles risque d'altération. Et c'était pour l'exposition Marche et démarche, une histoire de la chaussure qui s'est tenue au musée des arts décoratifs. Il y avait une sorte de grande galerie, l'évolution avec les chaussures, dans une vitrine. Et chaque matériau a été pensé pour éviter justement que les chaussures ne s'abîment. Et donc on a un latibois en orme polonia qui est le plus neutre possible, qui ne dégage pas de produits chimiques qui pourraient altérer les chaussures. Elles ont été aussi posées par prévention sur des feuilles de papier et en dessous de ce dispositif de latibois se trouvent des capteurs d'humidité, toute une technique en fait qui permet d'assurer une surveillance constante durant toute la durée de l'exposition de chacune des œuvres. Mais les œuvres aussi sont parfois porteuses d'une énergie et d'une mémoire, d'une histoire qui sont contenues à leur intérieur. Et donc j'aime bien quand même citer, là j'ai pas d'image, mais on peut quand même imaginer dans cette exposition de l'histoire de la chaussure, il y avait une paire de chaussures de sorcier qui étaient exposées dans une boîte noire. Et en les voyant, en fait, elles auraient pu perdre leur essence originelle et donc leur aura. Donc le but du jeu, c'était de ne pas les montrer au public pour garder ce mystère et leur intégrité et leur pouvoir de l'énergie du sorcier. En fait, je vais vous montrer, ça j'aurais dû le dire en introduction, mais je vais vous montrer des œuvres ou des mises en scène, des scénographies de théâtre qui participent en fait ce ne sera pas que des scénographies d'exposition, parce qu'en fait j'essaye de montrer finalement comment peut être créée la fiction et sur quoi elle s'appuie en fait. Et par exemple dans cet exemple de La Souche, c'est une scénographie de théâtre portée par Nadia Lamoureux, présente le
la scène en fait est occupée par une souche, mais qui est une souche, une copie en fait conforme d'une souche existante. Le fait que ce soit une copie conforme apporte une vraisemblance et une idée de réel à la fiction qui va se déployer sur scène. La scénographie par les dispositifs qu'elle met en place, par le mobilier, le parcours, les textures, exacerbe la survivance secrète des objets pour la partager avec le public. Et donc en fait, cette histoire de vraisemblance, c'est de conserver et de transmettre finalement la mémoire contenue dans cet objet, donc la partie vivante. Donc dans un second temps, je me suis intéressée à la posture du visiteur et comment la scénographie pouvait jouer avec le visiteur. Et donc les visiteurs sont ces corps désirants. Et pour Yannis Kokos, la scénographie n'existe pas sans Yannis Kokos qui est scénographe et metteur en scène. Pour lui, la scénographie n'existe pas sans le corps complet dans l'espace, donc, qui se meut, qui exprime et qui est aussi ce corps psychologique. Donc, je me suis questionnée sur la relation qu'entretiennent la scénographie et le corps du visiteur, comment elle met en scène son regard, mobilise son intention et ordonne son mouvement, comment elle attire le visiteur. Le corps n'est pas seulement une enveloppe physique, ses limites sont plus subtiles et constituent un matériau de création pour la mise en scène de l'exposition. Je me suis appuyée sur le terme de Didier Anzieux, le moi-peau, qui serait la peau en fait serait la limite, le milieu, le point résonnant en fait entre la scénographie et le corps. Et donc à partir de la peau, le corps résonne et résonne. Et donc quels sont la scénographie en fait va venir jouer avec ce corps en fait, cette peau, par des appâts, des leurres, en déployant différentes stratégies pour attirer le corps et puis éventuellement transmettre et dialoguer avec le visiteur. Nadia Lauro a imaginé pour le centre Georges Pompidou cette scène à Hear Voices qui était une sorte de pièce immersive pour aller écouter des podcasts, principalement des musiques. Cette pièce est baignée dans un univers bleu qui invite à la rêverie et c'est un paysage constitué de montagnes tapissées de fourrure. Donc la scénographie ici comme signalétique guide et oriente les actions et les réactions du corps dans l'espace. Là je vais développer un peu sur la manière dont elle imprime le souvenir et la connaissance en créant l'événement. Donc c'est un environnement visuel pour entendre. C'est un environnement dans ce bain bleu qui invite à la rêverie, qui est physique et sensuel. Et puis il y a des jeux il y a un bain de lumière, mais il y a quand même des pointes de lumière qui attirent le visiteur dans certaines zones des rochers exposés et qui guident donc le visiteur dans des creux ou sur des crêtes et qui indiquent finalement des lieux d'écoute. Donc il y a une sorte de jeu de synesthésie qui opère. Le lieu où le son est entendu s'imprime dans le toucher et dans la mémoire du corps, dans la posture qu'il va adopter pour aller écouter le son. Donc là, j'ai pas mis toutes les images de cette exposition, mais c'est assez intéressant parce que pour aller chercher certains sons, les visiteurs devaient s'allonger ou se lever au creux des crêtes. Et donc, on peut imaginer que ces postures, en fait, permettent de mémoriser le son qui a été diffusé à l'endroit où ils ont pris telle ou telle posture. Et donc, il y a un souvenir, en fait, qui va perdurer au-delà de l'exposition. Et la fourrure aussi, c'est un élément assez important dans ce dispositif parce qu'il invite un peu inconsciemment le visiteur à se laisser aller, en fait, et installe des conditions de confort par sa texture douce, familière et accueillante. Et donc, de cette manière, le visiteur peut-être peut plus se plonger à corps perdu dans la fiction de sa propre intériorité. Là, c'est un autre exemple qui est un peu dans la même veine, mais plutôt juste à l'échelle du mobilier, que je trouvais quand même intéressant de
de vous présenter. C'est finalement un banc qui a été dessiné par Constance Guisset pour le Palazzo Reale de Milan. Et c'est une sorte d'élément colossal, chimérique, qui installe une dynamique et un jeu entre les éléments, les tableaux exposés et l'exposition qui a lieu dans ce lieu, et qui font donc glisser le visiteur dans l'espace de la narration. Par exemple, elle a aussi recours à la citation ici. Par exemple, le revêtement en fait, du banc reprend le motif de la jupe, pardon si c'est pas le bon terme, de la jupe d'un des personnages que l'on observe dans le tableau. Et donc il y a une sorte de résonance entre ce mobilier qui prend place ici. C'est pas juste un simple banc, il invite presque à s'allonger et à adopter finalement une autre posture au sein du musée. Ce que j'ai voulu montrer, c'est l'évanescence progressive des frontières entre l'œuvre qui fait corps avec le corps du visiteur et comme une extension de lui-même. La scénographie comme projet spatial et esthétique instaure une dynamique entre les formes physiques et les représentations mentales. Et l'espace, donc là je vais plutôt aborder la troisième partie de la scénographie comme l'espace d'une oscillation. L'espace est travaillé comme une texture sensible, et la scénographie travaille sur des valeurs spatiales. À la différence du décor, on pourrait dire que la scénographie travaille avec le vide. Donc c'est le premier indice. Je voudrais vous citer un petit mot de Mona Chollet à ce sujet. Donc l'imagination ne demande pas mieux que de compléter le tableau, travailler à partir de l'impulsion qu'elle a reçue de cet indice. Le fragmentaire est son aphrodisiaque et la frustration son aiguillon. Cet exemple, c'est le pavillon belge, pour reprendre un peu cette histoire du vide et de la place à l'imaginaire. Je trouvais bien illustré par la scénographie qui a été inventée par le bureau d'architecte Office pour le pavillon belge pour la Biennale de Venise en 2008, qui s'intitule Après la fête. Et c'était intéressant parce que le pavillon belge en fait était invisible depuis l'extérieur, invisible, il n'était pas visible en tout cas. Depuis l'extérieur, il était entouré d'une structure en échafaudage qui proposait donc un cheminement assez sombre et puis assez long aussi, et qui était juste traversé par des points lumineux et qui permettait d'arriver finalement dans le pavillon belge. Et ce pavillon était baigné de lumière blanche et zénithale, et puis il était plutôt vide. Et la seule chose que l'on pouvait voir, c'était un amoncellement de confettis. On marchait sur un tapis de confettis. Et donc, finalement, le titre a tenu ses promesses. On est arrivé après la fête. Le travail des textures et des valeurs spatiales peut être aussi travaillé avec la couleur, qui peut rythmer la composition de la scénographie, jouer avec des plans séquences. Je vais donc peut-être évoquer différents usages de la couleur. Par exemple, pour Philippe Plumin, la couleur elle est plutôt utilisée en monochrome sur les simèses de ses scénographies d'exposition, et rappellent plutôt, elles ont un peu un caractère patrimonial, c'est-à-dire qu'elles vont répéter les couleurs qui existaient à une époque particulière. Donc, par exemple, pour les expositions de Napoléon, il va chercher des couleurs dans les tableaux de l'époque et les reporter sur ses simèses. Et puis, comme ça va baigner un peu l'environnement dans cet état historique. Chez Constance Guisset, par exemple, elle utilise beaucoup de camaïeux. L'usage de camaïeux bleu dans une même pièce, ça permet de faire vibrer l'espace. Je vous ai laissé des images de Louise Barragan, qui lui invente un langage, une grammaire entre pigments colorés ou lumière teintée pour accentuer et surligner la dramaturgie de la vie domestique dans les architectures émotionnelles qu'il imagine. Et enfin, je pourrais parler d'un dernier point. C'est finalement l'envers du décor et le jeu d'illusionniste auquel s'adonne le scénographe.
et donc qui prouve encore une fois la grande technicité qui est rendue invisible au regard du visiteur, qui crée aussi des conditions de jeu. Donc ça, c'est une pièce imaginée par... c'est une scénographie imaginée pour une pièce par Nadia Lauro. Les deux images, finalement, mettent en avant une surface plane qui sera la scène des performeurs et le tapis volant qui sera vu par les visiteurs. Enfin, voilà, c'est un miroir déformant de la réalité et un univers, l'univers qui se manifeste de part et d'autre du tapis est tout à fait contraire et impressionnant. Donc pour conclure, je dirais que la scénographie comme expérience, et pour essayer de répondre un peu au sujet du jour, la scénographie comme expérience, une relation intime entre le corps du visiteur et la forme d'une exposition. Elle ouvre la frontière entre l'être du visiteur et le monde qui l'entoure. Elle possède son propre espace-temps dans lequel se déploie la fiction. Et elle conduit à la traversée entre l'ici et l'ailleurs, entre le monde de la fiction et le monde réel. Et elle actionne un mouvement, la mise en forme du désir de l'autre. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup.